Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à l'Institut supérieur de mécanique de Paris, ISAE Sumeka. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire quel est notre plaisir de pouvoir vous accueillir et que je puisse m'adresser à vous parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, c'était strictement impossible. Et dans l'organisation de ce colloque, on s'est un petit peu arraché les cheveux, on s'est posé beaucoup de questions en fin de compte. Alors je ne sais pas si c'est le seul, le premier, mais en tout cas, c'est un des tout premiers colloques que l'on peut refaire en présentiel. Et c'est vraiment une très très bonne chose. Et en plus, avec une soirée, je ne sais pas si les organisateurs en parleront, mais qu'on va pouvoir faire aussi sans couvre-feu. Donc, écoutez, profitons-en, profitez-en. C'est le quatrième colloque, la quatrième édition de ce colloque sur les assemblages. Je voudrais insister sur le fait que ce colloque montre en fait le renforcement et confirme la relation que nous avons avec nos alumni, Sumeka Alumni. Et je voudrais ici les remercier Aurélien Rissot, le président des alumni. Alors je ne sais pas s'il y a un représentant ici, je ne vois pas tout le monde, mais en tout cas, merci à eux d'avoir permis cette organisation, de les avoir soutenus. Et puis je voudrais aussi avoir un mot pour tous les organisateurs de l'école qui ont permis donc le déroulé de cette journée. J'espère que tout se passera bien, puis bon, on fera le bilan à la fin de ces jours et j'espère que vous serez très heureux, à la fois scientifiquement, mais également dans l'organisation. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur notre école. Alors, c'est une école qui a été créée en 1948, sous le nom à l'époque de l'Institut supérieur de matériaux de la construction mécanique, ISMCM, créé, et c'est pour ça que j'en parle un peu aujourd'hui, par le ministère de la Défense en tant qu'école d'application de l'école polytechnique, également bien entendu par le ministère de l'Éducation nationale et par la Fédération des industries mécaniques qui nous a toujours soutenus. Et aujourd'hui, ISAE Sumeka est en fin de compte, je représente ISAE Sumeka au conseil d'administration de la FIM, et on est la seule école en tant qu'invité à ce conseil d'administration, et c'est très bien. 1956, l'école se transforme et crée une école d'ingénieurs qui porte le nom de CESTI. Et en 2003, en fin de compte, tout ceci est reconfiguré. Alors j'ai sauté quelques étapes et on crée l'Institut supérieur de mécanique de Paris. En 2018, on décide de devenir partenaire du groupe ISAE. On fait le constat, on fait que nombre de nos étudiants s'insèrent dans le milieu de l'aéronautique et du spatial. Et donc, afin de travailler au niveau national, l'école devient partenaire, c'est-à-dire le troisième cercle en fin de compte du groupe. Et cette année, en 2021, l'école devient membre du groupe, porte la marque dorénavant ISAE Sumeka, vous l'avez vu, aux côtés de ISAE Super-Héros, ISAE Onsma, et on devient chef de file du groupe pour tout le secteur, pour toute la région Île-de-France, qui est la première région de l'aéronautique et du spatial. Alors c'est pas pour ça que l'école fait que l'aéronautique et du spatial, pas du tout, c'est une école de mécanique en premier lieu, bien entendu. Vous avez peut-être, quand vous êtes arrivé, vu les travaux qu'il y a autour ici, on a des grues partout, ça va en plus continuer, ça va s'accélérer. Alors pour l'instant, il y a eu beaucoup de travaux de démolition. En fait, c'est toute la construction de la ZAC, du village olympique et paralympique. Là, vous êtes dans la future ZAC, la limite, puisque notre campus va être coupé en deux. Alors ça nous pose beaucoup d'inconvénients, mais ça va nous amener également quelques avantages. En particulier sur cette partie-là, une résidence étudiante va être construite, 130 places, vecteur d'attractivité très importante, également des rénovations internes. Et puis ça va nous donner une visibilité très forte. Et peut-être que certains sont venus ce matin en transport en commun, on peut utiliser la ligne 14 qui allège fortement la ligne 13 et qui donne un accès en fait à l'école ou dans l'autre sens qui permet à nos étudiants d'être très très vite dans le centre de Paris pour leurs activités festives. Donc ceci est une chose très importante. Alors revenons à vos travaux qui vont se dérouler durant ces 2 jours. Alors j'ai un peu regardé le programme et je voulais dire, je suis également mécanicien, les assemblages en fait sont bien sûr une préoccupation ancienne du mécanicien. Alors je voulais juste faire un constat parce qu'il nous est toujours impossible ou très difficile de concevoir des systèmes complètement intégrés. Donc forcément, il faut faire assembler faut faire des liaisons. Des fois, je disais, quand j'enseignais un certain nombre de choses, je disais les métiers électroniques sont peut-être plus simples à ce titre-là. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de la mécanique, c'est de pouvoir justement concevoir ces liaisons, ces assemblages.
Alors, par contre, en regardant plus précisément le programme, les conférences, les exposés qui vont être soumis, on se rend compte bien sûr que les assemblages, ça va bien au-delà des liaisons. En effet, si on regarde les nouveaux enjeux scientifiques que l'on retrouve dans ce programme, on s'aperçoit qu'il y a des questions autour des usages, des nouveaux matériaux. Bien sûr, les matériaux composites, ça change les comportements, mais également l'utilisation de nouveaux procédés comme la fabrication additive qui va changer en fait la façon dont on va pouvoir concevoir et bien sûr réaliser ces assemblages. On note également l'apport de l'intelligence artificielle au profit de la conception, donc en tant qu'outil qui permet de mieux comprendre, de mieux utiliser, peut-être de mieux étudier les comportements. Bien entendu, la maintenance prédictive pour anticiper ce qui va se passer. Et même les étudier, pourquoi pas, comme des structures intelligentes, donc qui permettraient d'avoir des comportements, de décider quand on commence à parler de structure intelligente, il faut être en capacité de décider. Donc on va voir ça, on va l'écouter. Donc je voudrais souligner que c'était un colloque qui fédère une communauté nationale, scientifique et mixte, à la fois avec des industriels, à la fois avec des académiques. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est exemplaire, il faut s'en féliciter. Donc je vous souhaite des travaux fructueux, conviviaux, tout en respectant bien sûr un certain nombre de règles. Je vous redis tout le plaisir que nous avons à vous recevoir, puis je vous fixe un rendez-vous dans 2 ans, j'espère, et dans des locaux qui seront entièrement rénovés, donc avec un cadre beaucoup plus sympathique. Très bons travaux et à très bientôt, on se retrouvera normalement ce soir. Merci Philippe. Je vais demander à Henri-Paul peut-être de venir officier dans un premier temps avec le maître de cérémonie. Donc Henri-Paul n'est pas là, donc c'est pas grave. Ah, voilà. Okay. Et on va inverser en fait 2 conférences suite au petit problème de transport. Ouais. Donc si tu veux, je te laisse présenter. D'accord. Clément. Il est là, oui. Excusez-moi. Bonjour à tous, Henri-Paul Durade. Donc, bon. En fait, c'est moi qui ai créé un peu le concept de ce colloque. C'est pour ça que je dis 2-3 mots, là, juste pour introduire. Donc, nous avons effectivement 2 conférences d'ouverture. La première, c'était donc M. Achard qui devait intervenir, mais il arrive, mais il n'est pas tout à fait là. Donc, on a interverti finalement les 2 premières conférences. Donc, la première est... le président de cette séance sera donc Clément Chirol, qui va peut-être se présenter en 2 mots, là, donc une personnalité importante du domaine des assemblages à Airbus. Donc, bonjour tout le monde, donc moi Clément Chirol, donc je travaille à Airbus Aircraft, donc je suis expert assemblage, donc je couvre toutes les problématiques fixation, perçage, expansion, tous les procédés. Et j'ai beaucoup d'échanges avec la plupart des gens dans la salle. Ok. On attaque la session ou... Ouais. Ouais. Donc la première présentation, ça va être un retour d'expérience et opportunités pour les assemblages mécaniques. Donc si j'ai bien compris, c'est un projet Submeca et présenté par deux jeunes. Donc on va commencer la conférence par une présentation de 2 jeunes, des futurs experts assemblage. Alors. Donc, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Donc, Martin Guenne, Isae Submeca. Donc, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui là pour vous présenter un travail qu'on a réalisé en collaboration avec Aquila Data Enabler. Et donc aujourd'hui, je me joins à Ludovic Platon et Pierre Escamilla qui devraient arriver, qui est du coup un peu comme certains participants d'aujourd'hui dans les bouchons ou dans les transports. Et donc l'idée, c'est de vous faire un retour d'expérience sur un challenge auquel on a participé cette année, en début d'année, donc le challenge AI for Industry 2020. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ouais, bon, c'est pas grave, il y a peut-être plus de piles. Donc,
l'idée pour commencer, c'est, donc vous l'avez compris, c'est un challenge en intelligence artificielle et plus précisément en machine learning. Et donc l'idée pour commencer, c'est pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce type d'approche, de faire un petit peu un point sur qu'est-ce qu'on entend par data science approach. Donc, vous avez tous l'habitude d'avoir plutôt des approches, on va dire, orientées physique, et en tout cas modèle physique. Et en général, ces approches, elles se passent de cette manière-là. Vous avez du coup une observation d'un phénomène, j'ai vraiment plus de piles là-dessus. Vous avez une observation d'un phénomène, une ou plusieurs, mais en tout cas un nombre relativement réduit, et vous cherchez à donner un lien entre quelque chose qui pourrait s'apparenter à une entrée et quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sortie. Et pour ça, on va se baser sur des connaissances physiques, et notamment un certain nombre de connaissances physiques relativement importantes et une certaine expertise pour pouvoir en déduire des modèles. Ces modèles, c'est ce qui va nous donner ce lien entre cette entrée et cette sortie, et on va chercher du coup ensuite à valider ces modèles. Pour ça, on a différentes approches, soit des approches plutôt numériques, on va faire des modèles numériques qu'on va ensuite venir simuler, ou alors des approches plutôt expérimentales. On va faire une maquette qui va simplifier un peu notre phénomène et notre observation, et on va chercher du coup à poser une loi, un modèle là-dessus. Ça nous permet quoi? Ça a certains avantages, c'est que grâce à ça, avec ce type d'approche, on a finalement besoin de peu d'informations, de peu d'observations pour poser notre modèle. Et ce modèle, il va aussi être capable de reproduire d'autres types de problèmes basés sur la même physique. Ça va nous permettre aussi potentiellement de mesurer des grandeurs qui ne sont pas directement mesurables par l'intermédiaire de notre modèle. Le gros inconvénient, c'est parmi les fondements de ce type d'approche, c'est que c'est basé sur une connaissance du domaine qui est relativement importante. Donc il faut des experts, il faut des gens qui ont emmagasiné beaucoup de connaissances pour pouvoir poser ces modèles, aussi complexes soient-ils. Et aussi, il y a un certain coût, que ce soit pour poser nos modèles numériques ou faire nos expériences, et puis aussi pour exploiter ces modèles. Potentiellement, si on veut avoir un modèle qui est très proche de la réalité, ça va avoir un coût de calcul relativement important. En contrepartie, à l'opposé plutôt, les approches data, c'est plutôt des approches qui vont se baser sur un grand nombre d'observations. Donc vous avez votre phénomène et vous avez la chance d'avoir des données. Donc vous avez beaucoup d'observations de ce phénomène-là. Avec les approches data, l'idée c'est qu'on va venir capitaliser ces données et entraîner des modèles de manière automatique avec des algorithmes d'apprentissage et des méthodes statistiques, ce qu'on va appeler le machine learning. Donc, grâce à ça, vous avez donc un certain nombre d'observations de votre entrée et de votre sortie. Et on va chercher un modèle, quelque chose qui va lier nos données, mais de manière automatique. Le gros avantage, c'est que ça, vous voyez qu'on a plus mes petits bouquins de physique de tout à l'heure. En fait, on n'a pas besoin d'une grande connaissance du domaine. Et ça va nous permettre aussi d'exploiter pleinement toute une quantité de capteurs qui vont être disponibles et donc de données. Grosso modo, retenez que c'est des approches qui ont quand même un coût relativement faible une fois qu'on les a entraînées. D'accord ? En fait, avec nos données, on va créer notre modèle, et c'est ce qui va être le plus coûteux. Une fois que le modèle est créé, pour l'utiliser, pour l'exploiter, pour prédire des nouvelles données, par exemple ici, vous avez des nouvelles entrées qui apparaissent, ça va nous coûter très peu finalement en temps de calcul pour estimer nos nouvelles sorties. Ça nous permet aussi d'extraire de la connaissance de nos données, toujours basé sur ces approches statistiques. Le gros inconvénient, c'est que finalement, le domaine d'application de ces modèles-là, il est relativement restreint. C'est un peu la petite frontière là, que j'essaie de mettre en évidence là. Dès qu'on va sortir de notre domaine où sont positionnées nos données, en fait, on va venir réaliser des erreurs qui sont potentiellement relativement importantes. En fait. Donc on est très limité aux conditions opérationnelles de nos expériences. Autre inconvénient, en tout cas, ces méthodes sont réputées avoir une faible explicabilité. On verra par la suite que finalement, on a quand même des méthodes qui nous permettent de déduire des choses de tout ça. Donc maintenant, je vais passer la parole soit à Pierre s'il vient d'arriver, soit à Ludo si tu veux prendre la parole. Donc ce sera à Pierre. Donc, voilà. Tout frais du métro. Merci Martin. Je suppose que le bouton est là. Donc, avant de commencer de parler de notre modèle, on va vous présenter rapidement 2-3 différences entre des problèmes de machine learning, en particulier d'apprentissage supervisé et non supervisé. Donc il faut imaginer, là, chaque étoile représente un échantillon de, par exemple, des images de chiens et de chats. Donc par exemple, on va avoir les étoiles bleues, les étoiles oranges, vont représenter donc des échantillons d'images, et chacune va avoir un label, à savoir leur couleur, qui peut être bleu donc, ou orange. Et ce qu'on va essayer de faire dans un problème
supervisé, c'est de se baser sur ce label pour essayer de trouver une séparation entre ces deux classes. Donc ce problème-là, en fait, on peut l'opposer à un problème dit non supervisé, où en fait, on ne va pas avoir la connaissance du label, mais où on va quand même vouloir extraire de la connaissance des échantillons, des données qu'on a. Donc, un problème non supervisé est souvent plus compliqué qu'un problème supervisé. Et en fait, si on vous présente ça, c'est parce que durant ce challenge, on a été obligé d'utiliser des modèles d'apprentissage non supervisés. À côté de ça, ce dont on voulait vous parler aussi, c'était d'une différence entre deux types de problèmes, à savoir un problème de classification et de régression. Un problème de classification, c'est lorsque le label est en fait un objet qui vit dans un espace fini, donc par exemple une catégorie comme chien ou chat, ou comme des nombres 1, 2, 3, 4, que l'on va par exemple opposer à un problème de régression, où là en fait l'espace des labels est infini et peut être par exemple des ensembles, je ne sais pas, des réels ou des nombres complexes. Donc voilà. Aussi pendant ce challenge, nous avons travaillé en particulier sur des séries temporelles. Donc une série temporelle, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la consommation d'électricité en fonction de la date d'un pays ou je ne sais. L'idée en fait, c'est que ces séries temporelles vont avoir un certain nombre de propriétés que l'on va utiliser pour modéliser le problème d'un point de vue data science. Donc ici en fait, tous les échantillons vont être corrélés les uns aux autres, en particulier sur une fenêtre de temps court. On va prendre en compte cette corrélation et la temporalité du signal pour effectuer plusieurs tâches pour effectuer un certain nombre de tâches possibles, comme de la prédiction par exemple de consommation d'électricité, la détection d'anomalies ou une classification du signal. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Ludovic. Merci Pierre. Excusez-moi. Donc bonjour déjà, pour ceux que je n'ai pas vus. Alors, par rapport à ce dataset, alors l'objectif du concours était de travailler sur des données de Dassault Aviation. Nous avions différents capteurs qui étaient intégrés dans l'avion et l'objectif était de prédire justement les jauges de contraintes qu'il y avait sur cet avion. L'objectif pourrait vraiment de créer un jumeau numérique puisque ces jauges ne seront pas présentes lors des vols commerciaux. Donc notre objectif est de pouvoir mimer justement à partir des instruments de bord les différentes valeurs que nous aurions eues sur ces jauges de contraintes sur cet avion. Donc pour cela, ils ont réalisé plusieurs vols de captation de données où nous avions à disposition environ 200 vols, c'est bien ça? C'est ça, donc 200 vols, où justement nous avons pu utiliser ces différents vols pour pouvoir créer un modèle et ainsi intégrer une partie de physique et une partie aussi de data science finalement, pour pouvoir justement réussir à créer une espèce de jumeau numérique de ces différentes jauges de contraintes. Donc maintenant, je vais un peu vous présenter notre approche type. Donc en data science, on peut distinguer deux blocs, on va dire, deux phases lors d'un développement de projet en data science. Tout d'abord, il y a toute la partie exploration de la data. Donc c'est une partie qui est vraiment très importante parce que c'est cette partie qui va nous permettre de vraiment prendre en main la data, savoir à quoi elle correspond et aussi pouvoir voir quelles sont ses particularités. Donc typiquement, nous commençons d'abord par une phase de data analyse. Donc dans notre cas, nous avons fait différentes analyses comme la corrélation de la donnée, mais aussi voir quelle est la temporalité, si nous avions différentes tendances, etc. Et aussi, nous avons une phase de data préparation, puisque finalement, avec cette analyse, on va pouvoir faire un certain pré-process à la data, pouvoir la nettoyer, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir ainsi avoir à la fin des data qui puissent nous permettre d'avoir un process le plus qualitatif que possible. Ensuite, nous avons un modèle qui justement va se nourrir de toutes ces datas qui ont été préparées pour pouvoir justement créer notre algorithme qui va chercher à faire notre prévision de jauge, dans notre cas. Et ensuite, nous allons pouvoir évaluer ces prévisions. Bien sûr, c'est une communication qu'il y a entre ces deux parties, puisque finalement, à partir des résultats du modèle, nous allons pouvoir améliorer potentiellement la préparation des données, et vice-versa. Une fois que les données sont améliorées, on pourra améliorer aussi les performances du modèle. Merci. Du coup, dans le cadre de ce challenge, nos différentes parties ont été les suivantes. Pour la partie data exploration, donc comme je vous disais, il y a eu toute une partie où nous avons nettoyé la donnée et nous avons aussi cherché les corrélations entre les différents capteurs que nous avions sur nos avions. Et ensuite, pour la partie modèle, nous avions deux types de modèles dans notre approche. Un d'abord pour pouvoir
identifier les différentes phases de l'avion, donc c'est-à-dire les phases de décollage, les phases de vol, les phases où il y avait des trous d'air, ce genre de choses. Et aussi, il y avait un autre modèle pour la prédiction justement des jauges de contraintes sur cet avion. Donc nous avons fait le pari que, en fonction des différentes phases de vol, que nous aurions différentes phases de contraintes sur l'avion. Donc c'est pour ça que nous avons deux modèles différents pour pouvoir intégrer ces informations-là dans notre approche. Et bien sûr, entre ces deux parties, il y a toute la gestion des capteurs qui peuvent être défaillants, puisque finalement, il y a différents capteurs qui pouvaient tomber en panne et il fallait pouvoir les gérer. Donc pour cela, il y avait un aller-retour entre le modèle et la gestion des données, pour pouvoir gérer au mieux cette partie. Donc, pour aller un peu plus dans le détail sur la première brique là, de la démarche qu'on a mis en place dans le challenge, notamment la partie Data Exploration, finalement c'est dans cette partie-là où on va faire intervenir le plus l'expertise métier. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin de peu d'expertise, mais pas complètement zéro. Et donc l'idée c'était donc de faire émerger, en tout cas de nettoyer nos données. Donc la première chose qu'on a fait c'est de la corrélation, donc ça c'est finalement quelque chose d'assez automatique, et ça nous a permis d'identifier différents groupes d'entrée, différents groupes de sortie. La première chose c'est qu'on a fait un groupement de nos entrées qui était un groupement des entrées et des sorties qui était relativement naturel, qui était finalement on va considérer que nos capteurs, notre instrumentation de bord, c'était nos entrées, nos jauges, c'était nos sorties. Et puis finalement, à l'intérieur même de notre groupe instrumentation de bord, on avait différents types de capteurs, des ADS, des Air Data Systems, des choses comme ça, qui permettent en fait de grapper finalement nos inputs de manière un peu naturelle vis-à-vis du métier. Ensuite, on a utilisé des corrélations plus mathématiques pour regarder si au sein même de nos entrée par entrée, on avait des corrélations, c'est-à-dire deux informations qui étaient redondantes, finalement deux capteurs qui disent la même chose. Ça nous permet quoi ? Eh bien, potentiellement de supprimer un des capteurs et de mieux utiliser notre information pour nos algorithmes d'apprentissage ensuite. Un troisième type de groupe, de groupement de nos entrées, c'était on a des entrées qui sont groupées par corrélation par paquet, et finalement, est-ce qu'un paquet peut être potentiellement corrélé à un autre ? Et enfin, entre nos entrées et nos sorties, quels sont finalement les liens d'un point de vue mathématique, juste en regardant la série temporelle qu'on a entre nos entrées et nos sorties. Ça, c'est un exemple de matrice de corrélation. Donc, on a pris un certain nombre d'entrées et sorties de notre problème. Et puis, on voit bien qu'on a des formes qui apparaissent. Donc, ce qu'il faut ici voir pour interpréter ces matrices-là, c'est que quand on a du bleu, c'est qu'on a deux grandeurs qui sont fortement corrélées de manière positive, du rouge corrélé mais de manière négative. Et puis, finalement, quand on est dans les couleurs un peu pâles, c'est qu'on n'a pas vraiment de corrélation. Donc, on a deux variables qui sont relativement indépendantes. Donc, ce qui va être intéressant, par exemple, c'est que sur la figure de droite, là, on a des outputs, donc les sorties, nos jauges qui sont positionnées sur l'avion. Et on voit qu'on a un paquet bleu ici. Donc effectivement, on a des jauges qui sont corrélées entre elles. En fait, ça, c'est des jauges qui sont sur le fuselage. Et on comprend bien que notre fuselage, il va se déformer d'une certaine manière, qui va être liée par la physique. On peut dire qu'on a une sorte de grosse poutre, finalement. Et nos jauges vont être potentiellement corrélées par cette flexion ou la déformation, finalement, de cette structure. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'au milieu de ces jauges, bizarrement, on a une jauge qui n'est pas trop corrélée aux autres. Alors là, dans l'immédiat, on ne peut pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que potentiellement, cette jauge, elle n'est pas physique, elle est peut-être défaillante, ou alors elle n'a pas été collée de la manière dont on le pensait, et finalement, elle ne traduit pas une certaine physique. Donc, il va falloir, quand on va vouloir entraîner un modèle là-dessus, dédier un modèle à cette jauge-là, et potentiellement dédier un modèle à l'ensemble des autres jauges. Ce qui est important de dire aussi, c'est que nos données, dans le cadre du challenge, elles étaient disponibles à l'aveugle. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément développé avant, mais Dassault a mis à disposition un certain nombre de données, mais qui n'étaient pas directement accessibles. On avait un échantillon de test, mais l'essentiel des données était hébergé sur une plateforme, une sorte de cloud, et on avait juste la possibilité de soumettre notre algorithme à cette plateforme, de l'entraîner automatiquement sur les données et de récupérer une métrique qui était une métrique relativement scalaire et qui condensait finalement la qualité de notre modèle. Donc ce type de corrélation nous permet de manière automatique d'identifier des petits problèmes et d'adapter nos modèles finalement à ces données.
après cette phase d'exploration, nous avons commencé en fait à développer un modèle. Notre modèle en fait a la caractéristique d'être en deux parties. D'abord un modèle donc de clustering donc qui a été créé à partir de c'est un modèle d'apprentissage non supervisé. L'idée était de se dire qu'un avion c'est un système qui a un certain fonctionnement avec reproductible et qu'en fait on pouvait détecter des phases différentes de fonctionnement comme par exemple le décollage, l'atterrissage, la croisière. Et l'idée c'était de les retrouver à partir des entrées. Malheureusement, nous n'avions pas trop de données étiquetées. Et l'idée principale, en fait, c'était de faire ça, de laisser un algorithme retrouver ces phases par lui-même. C'est pour ça donc, que nous sommes partis donc, sur un algorithme d'apprentissage non supervisé, qu'on appelle un algorithme de clustering. Dans ce cas-là, en fait, c'était en particulier un algorithme dit K-means. Et l'intérêt, en fait, c'était d'abord d'aider le modèle de prédiction, de régression qu'on allait utiliser dans un second temps, en le guidant, en lui fournissant de l'information que nous savions pertinente, et d'autre part, d'apporter un petit peu d'explicabilité au modèle. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on reproche très souvent aux approches data mining, aux approches data, c'est de ne pas apporter trop d'explications, d'être un petit peu boîte noire et de ne pas savoir comment expliquer les résultats qu'on obtient, même s'ils sont bons. Et en fait, cette approche par phase permet en fait de donner un petit peu plus d'explicabilité et de dire bah voilà, là on était dans le décollage et donc je ne sais pas, telle jauge allait plutôt monter qu'une autre, etc. etc. Dans une seconde phase, nous avons utilisé donc un modèle de régression qui s'appelle l'IGBM. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en machine learning, il y a beaucoup d'algorithmes qui existent sur étagère et qui peuvent être appliqués facilement à partir de librairies telles que scikit-learn ou TensorFlow, des choses comme ça. Là, en fait, on a décidé de prendre un modèle donc, par arbre de décision. L'intérêt principal, c'était d'abord que c'était un algorithme plutôt rapide, c'est-à-dire il a été vraiment optimisé pour être rapide et pour être efficace d'un point de vue computationnel, et qui plus est, en fait, son caractère par arbre permet ensuite d'apporter une certaine explicabilité au résultat. Donc, ce qu'on va voir sur les résultats, c'est que, justement, par rapport à ce challenge, on est arrivé avec plutôt de bons résultats. Donc là, en fait, la façon dont les algorithmes étaient évalués, c'était par rapport à la mean absolute error, qui représente en fait un écart moyen entre la jauge qui est réelle et la jauge prédite. Donc notre modèle était plutôt bon et robuste, dans les premières places par rapport à cette MAE, mais surtout il était rapide, c'était le plus rapide du challenge, et il nous a permis ensuite d'apporter une certaine explicabilité des résultats. Donc par rapport à cette explicabilité des résultats, on a utilisé une librairie qui s'appelle SHAP et qui permet en fait de donner une certaine importance à des valeurs d'entrée pour expliquer en fait le comportement de l'algorithme en sortie. Donc là en haut, ce qu'on a, c'est les jauges prédites et réelles, donc sur une partie du fuselage. Donc on voit qu'elles sont quand même assez proches. Il y a certains moments, les valeurs prédites ne sont pas sont un peu moins proches. Donc là, en fait, on s'est surtout concentré sur une valeur de début de phase de croisière de l'avion. Et en fait, ce qu'on a pu voir avec cette librairie SHAP, c'est les grandeurs principales qui vont impacter ces valeurs de jauge. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en phase de croisière, ce qui impacte particulièrement ces valeurs de jauge, c'est la température, l'altitude, la vitesse et l'angle d'attaque de l'avion. Donc on les a représentés ici sur ce graphe-là. Oui, mais et donc, mieux quand on peut faire la présentation telle qu'on l'avait ça pensé. nous intéresse, en fait, ça a été fait avec une librairie qui est accessible, qui s'appelle SHAP. Et voilà, alors je ne sais pas si... Voilà, celui-là. Donc pour conclure là, sur cette présentation d'aujourd'hui, dans le cadre de ce challenge AI for Industry 2020, là, on a pu mettre en place finalement un capteur virtuel qui nous permet d'estimer la contrainte de la structure d'un avion d'affaires, donc d'un Falcon, et ce à partir uniquement des instruments de bord de cet avion.
dans le contexte de ce challenge-là, on a quand même des résultats qui sont assez prometteurs, parce qu'on a quand même travaillé dans des conditions qui étaient loin d'être optimales. On avait du coup un temps qui était relativement limité. Il faut savoir que tout ce travail-là, il a été réalisé en seulement 2 mois. Et on n'avait pas d'accès direct à nos données. On avait uniquement 3 vols de test qui nous ont permis de regarder un petit peu ce qui se passait dedans, mais qui n'étaient pas forcément significatifs de l'ensemble des vols d'essai et donc de la base de données que nous a fourni Dassault. Finalement, le modèle qu'on a proposé, c'est un modèle qui a plutôt été efficace, qui était donc pertinent par rapport à la prédiction des grandeurs qu'on cherchait à caractériser, qui était donc frugal, parce qu'on a donc effectivement le modèle qui était le plus rapide à entraîner et qui maintient une certaine explicabilité. Donc pour info, on a remporté ce challenge, donc on l'a pas forcément dit avant, mais donc on a finalement, sans être le modèle le plus précis, même si du coup tout se joue au pouillem, les caractéristiques de la solution qu'on a proposée ont fait que finalement c'est nous qui avons été choisis par Dassault et la région pour poursuivre. Donc la question, et c'est certainement ce que vous êtes venu voir aujourd'hui, c'est quelles étaient les opportunités finalement vis-à-vis des assemblages mécaniques. Et là, c'est une question qui est un peu plus compliquée parce qu'avec ces approches data, on peut faire plein de choses. Par exemple, on pourrait se dire que dans le cadre d'un process d'assemblage, aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils smart, des outils connectés qui permettent de remonter de la donnée. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces approches data pour extraire de l'information ou alors optimiser ces process? On pourrait très bien, je l'ai dit tout à l'heure, ces approches basées sur des données, elles coûtent un petit peu en temps de calcul pour entraîner les modèles, mais une fois qu'on a le modèle, finalement, on a des métamodèles qui sont très peu coûteux à utiliser et qui permettent d'accélérer finalement des simulations. Et ça peut être assez intéressant. Ça peut nous permettre aussi de faire de la détection de défaillance. On peut imaginer une structure avec un certain nombre d'assemblages, des liaisons, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des données et des capteurs existants pour détecter les défaillances, détecter aussi des défauts? Les approches data sont très très utilisées dans tout ce qui est traitement d'image. Donc en fait, on pourrait automatiser cette détection de défauts avec ces approches-là, ou alors aussi utiliser d'autres types de capteurs, de mesures, des mesures ultrasonores, des mesures laser, et utiliser ces approches data pour détecter de manière automatique ces défauts. La grande question, c'est quelles sont vos données en fait? Finalement, avec ces approches data, on peut faire énormément de choses, mais la question, c'est quelles sont les données que vous avez à disposition pour pouvoir les exploiter. Et c'était un peu l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'était de vous faire un peu une overview de ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre du challenge, et puis du coup vous donner la balle et que vous soyez finalement de l'autre côté pour nous dire voilà, nous on a telle ou telle donnée, tel ou tel problème à résoudre, et donc comment on va pouvoir tirer profit de ces données et donc de vos données. Voilà, donc on a terminé pour cette présentation. Ok, merci pour cette présentation. On va passer aux questions. Donc, qui a des questions? On va commencer. Allez, il y a un micro pour mettre là-bas ou pas? Il y a un troisième micro ou pas? Je vais tout faire. Je fais mon sport comme ça. Merci. Bonjour. Ça marche? Sur un projet comme ça, c'est plus des compétences informatiques ou mécaniques C'est un peu de tout en fait. C'est ce qu'on disait, c'est que la première phase, la phase de data exploration et de travail de la donnée, finalement, elle demande des compétences, que ce soit en mécanique, de compréhension de la mécanique du vol, de comment ça fonctionne un avion, quels sont les capteurs, les grandeurs, finalement les signaux qu'on récupère, comment on peut finalement tout le but en fait en machine learning, c'est de préparer la donnée pour que les algorithmes d'apprentissage travaillent au mieux. Et finalement, pour travailler cette donnée, on a besoin d'une expertise qui va du coup potentiellement être mécanique. Et c'est ça qui a fait aussi que la dynamique a bien fonctionné. Bien sûr, il y a aussi de l'informatique sur tout le workflow, l'architecture et la façon dont on a travaillé pour développer ces codes. Forcément, c'est basé sur des compétences informatiques. Et c'est du coup Ludovic qui était pilote finalement du projet, pilote IT, quoi, on va dire, pour cette partie-là. Pierre qui était plutôt sur la partie
vraiment technique, implémentation des algorithmes de machine learning. Et puis après, du coup, moi, là où je suis intervenu, c'était plutôt aussi sur la partie interprétation physique, corrélation, et comment on va pouvoir au mieux valoriser cette donnée. Et finalement, c'est ni l'un ni l'autre, c'est l'ensemble en fait. C'est vraiment un domaine qui a besoin de toutes ces compétences pour bien fonctionner. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Alors oui, il y a une grosse partie informatique aussi, finalement avec la partie physique. Mais cette partie informatique, ça a surtout été pour la gestion de la donnée, pour pouvoir nous aider à visualiser au mieux ces informations-là, pour que justement on puisse y intégrer les connaissances de Martin, pour qu'on puisse avoir le meilleur modèle par la suite. Ok, merci. Une autre question ? Oui, j'avais une question concernant vous avez en partie répondu durant l'exposé, mais ça concerne l'hybridation potentielle entre l'approche data science et les modèles physiques dont on pourrait disposer sur le domaine qui nous intéresse. C'est quelque chose qui est possible, envisageable. Quelles en sont les limites ? Alors, c'est quelque chose qui est envisageable puisqu'on y travaille régulièrement avec nos équipes. On en a discuté aussi avec Martin justement dans ce projet. La difficulté est de toujours savoir quelle est la granularité des formations physiques qu'on veut intégrer dans le modèle, quelle est la pertinence aussi, puisque finalement on a aussi certaines lois physiques qui sont reflétées dans la data, donc il ne faudrait pas non plus que ce soit trop redondant. Mais la limite, finalement, elle est plutôt liée à la complexité des informations physiques qu'on veut entrer dans le modèle et aussi à la complexité du modèle, puisqu'il y a certains modèles qui sont un peu plus flexibles. Il y a certains modèles qui sont un peu plus flexibles pour l'incorporation. Typiquement, les réseaux de neurones sont un peu plus flexibles par rapport à ça. Dans notre cas, ce qu'on a fait pour vraiment hybrider les deux, c'est que nous avons apporté de la connaissance de tout ce qui est données d'entraînement pour l'algorithme, finalement. Et aussi avec deux types de modèles qui peuvent refléter les différentes composantes physiques qu'on peut retrouver dans ce projet. En fait, les données physiques, elles peuvent intervenir à la fois dans la façon dont on va définir le modèle, la façon dont on va le créer. Ça peut être par exemple, ça peut être vraiment adapté l'algorithme d'apprentissage ou simplement injecter des données que l'on sait pertinentes par rapport à la physique de l'avion, par exemple, ou du système qu'on regarde. Donc là, c'est par exemple ce qu'on a fait avec cette phase de clustering, où en fait, on s'est dit, l'avion, il travaille par phase, il va y avoir certains moments où en fait, il va être en phase de décollage, et là, il va y avoir une sollicitation différente par rapport à la phase de croisière, par exemple. Et du coup, pour compléter, c'est un domaine de recherche qui est aussi très actif, hein, l'hybridation, donc tous ces modèles hybrides, data et physique, comment coupler les deux. Donc il y a vraiment énormément de gens qui travaillent là-dessus et il n'y a pas forcément une approche. Nous, ce qu'on fait aussi dans l'équipe à côté Submeca, c'est plutôt du coup intégrer les modèles physiques en amont pour pouvoir finalement pré-traiter la donnée et puis accélérer finalement l'apprentissage. Donc finalement, on vient juste modifier un peu la donnée de par la connaissance experte. Par contre, on pourrait aussi très bien se dire qu'on pourrait entraîner des modèles de data avec des modèles numériques physiques pour faire finalement de l'expérience numérique et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, des surrogate modèles, des modèles, des métamodèles finalement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi être faites. Et après, on peut aussi intégrer directement les lois physiques, c'est ce que disait du coup Ludovic, dans les algorithmes d'apprentissage. Et ça, c'est encore du coup une autre branche du machine learning. Ouais. Bien sûr, complètement. Oui, alors donc la question c'est est-ce qu'il y a un potentiel en hybridant ces deux types de méthodes, est-ce qu'il y a un potentiel significatif pour pouvoir aller un peu plus loin, dépasser les limites et explorer, c'est ça, d'autres horizons. Donc la réponse est oui.
indéniable, parce que un des gros avantages des approches data, c'est d'être capable de traiter et finalement de saisir de l'information dans des quantités de données énormes qu'un être humain ne pourrait pas gérer lui-même. Donc déjà, rien que par là, ça permet en fait finalement d'extraire de la connaissance, chose qu'on ne pourrait pas faire nous naturellement. Et il faut vraiment voir, en tout cas moi de mon point de vue, après je pense que vous pourrez compléter, mais je pense qu'il faut vraiment voir ces approches entre guillemets IA et machine learning comme des solutions qui vont permettre d'assister l'expert pour aller plus loin. Oui. Ok. Allez, une dernière question s'il y a ou pas? Non? Alors moi j'aurais juste pour finir une petite question par rapport à notre domaine d'application, l'assemblage. Qu'est-ce que vous verriez comme mesure intelligente au niveau du trou, au niveau des fixations et autres? Est-ce que vous avez exploré ce type de choses? Parce que si j'ai bien compris, vous avez mis des jauges surtout sur les structures des avions d'assaut. Et après, vraiment dans la partie assemblage, est-ce que vous avez mis des choses dans les trous, sur les fixes? Parce que ouais, bien sûr. Je sais que nous, comme Airbus Aircraft, on y a réfléchi. Ouais. C'est très compliqué. Ouais. Et ma deuxième question aussi, c'est est-ce que vous faites de la mesure en temps réel ou vous stockez les données et vous les faites après? Est-ce que c'est du monitoring ou vous prenez toutes les datas et vous les traitez après? Et est-ce que vous seriez capable, je sais que c'est compliqué, mais de le faire en temps réel? Parce que c'est là où ça serait... Alors du coup, la première partie de réponse, ça risque d'être un peu décevante parce qu'en fait, on n'avait pas la main sur les données. En fait, c'est un jeu de données qui nous a été fourni par Dassault, qui a été constitué par Dassault et qui est finalement un jeu de données qui était disponible puisque c'est les données qui sont récupérées sur les avions d'essai. Et donc, c'est les jauges d'extensométrie qui sont instrumentées sur les avions d'essai pour caractériser l'atonie mécanique et les niveaux de contrainte dans la structure. Donc, nous, on n'avait pas le choix et même pire que ça, en fait, on n'avait aucune idée de où est-ce qu'elles étaient positionnées précisément. On savait juste qu'on avait typiquement 5 jauges sur l'aile, 10 jauges sur le fuselage, une sur l'empennage, etc. Grosso modo, mais on n'avait pas de vision précise de ça, pour des raisons de confidentialité, etc. Donc là-dessus, je ne peux pas vraiment répondre, parce que du coup, nous, on n'a pas eu ce choix. Et pour faire un peu un rebond sur la dernière slide, la question, c'est aussi de savoir quel est le problème et quelles sont les données disponibles par l'industriel. Donc, en fait, on part plutôt de la donnée et d'abord, il faut avoir la donnée, quoi. Et donc après, comment on génère cette donnée, ça, c'est des choix experts. Et c'est pour ça aussi que je disais, quelles sont vos données, quelles sont les données qui sont disponibles. Après, on peut aussi mettre en place des campagnes pour générer ces données. Mais ça, du coup, c'est un autre problème. Et du coup, la deuxième question, je l'ai oubliée. Si je me souviens bien, la deuxième question, c'est est-ce que c'est possible de faire ça en temps réel? Alors, le problème, c'est qu'en apprentissage, il y a vraiment 2 phases. Il y a une phase d'apprentissage où on apprend le modèle, et après, il y a une phase de prédiction, où là, en fait, on se base sur l'apprentissage pour retrouver de nouvelles mesures. Donc, l'apprentissage, c'est difficile de le faire en temps réel. Par contre, la prédiction, là, c'est possible. Voilà. Je pense qu'on appelle temps réel aussi. Typiquement, là, on a un algo qui est le plus rapide de la compétition. On a traité l'équivalent de 200 vols. Pardon. Désolé pour ceux qui sont à distance. Donc, je disais qu'on a le modèle qui est le plus rapide de la compétition. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par temps réel? Nous, on a traité l'équivalent de 200 vols en 9000 secondes, je crois. Donc bien sûr, un vol, c'est un peu plus longtemps que ça. Donc finalement, on pourrait très bien envisager avec ce type d'algo-là d'avoir une acquisition en vol. L'avion descend, se pose, on traite la donnée, hop, on a un modèle qui est entraîné. Donc finalement, ça veut dire que tu fais un vol, tu atterris, il y a une analyse, il y a une défaillance. Voilà, avec notre approche. Avec notre approche, ça serait pour l'entraînement. Et en plus de ça, pour l'utilisation, finalement, une fois que le modèle est entraîné, c'est instantané. Ok, merci. Et juste pour... pardon. Vas-y. Et juste pour compléter, en fait, on peut voir aussi une espèce d'approche intermédiaire où on peut apprendre déjà un premier modèle sur un jeu de données et ensuite embarquer ce modèle dans le vol pour justement avoir des feedbacks en temps réel pour pouvoir améliorer au cours du vol le modèle. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Ce sont des modèles par renforcement où justement le modèle va pouvoir apprendre grâce à des feedbacks justement et pouvoir s'améliorer. Donc il y a aussi d'autres choses qui sont potentiellement possibles. Merci. Donc maintenant, on va passer au retardataire qui est arrivé. donc Victor Achard, Airbus Hélicoptère.
va nous présenter l'assemblage mécanique à Airbus Hélicoptère. Donc Victor, son parcours en rapide, il a fait une thèse sur l'expansion des métaux durs au sein d'Airbus Aircraft, donc dans mes équipes. Et ensuite, il a fini, il est parti à Airbus Hélicoptère depuis 6 ans maintenant, je pense. Et il travaille dans l'équipe matériaux et procédés, donc il couvre tous les systèmes d'assemblage, le perçage et autres. Voilà. Donc là, il va vous faire une présentation. 20 minutes, c'est bon? Allez. Merci, M. Chairman. Bonjour tout le monde, je m'installe. Il est allumé ton micro? Bonjour tout le monde. Oui, m'excusez pour ces petits décalages de planning. On y est. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous, au plein cœur de notre communauté de l'assemblage. Je suis Victor Achard, je travaille au sein de la société Airbus Hélicoptère à Marignane, à l'aéroport Marseille-Provence. Je travaille au sein des équipes de laboratoire matériaux procédés, comme l'a dit Clément. Donc nous ne sommes pas designers, pas calculateurs, mais nous spécifions et implémentons des nouveaux procédés, produits, qualifions aussi, et avons une activité d'audit, de support à la production, au design et au service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'assemblage Airbus Hélicoptère avec une approche assez globale, vraiment repartir de certaines généralités et vous donner quelques points, je dirais, pour répondre à ces différentes questions, c'est-à-dire de quel produit parle-t-on, revenir un peu à l'hélicoptère même, les gammes en général, quels sont les sous-produits du coup qu'on doit assembler. Je dirais que c'est vraiment l'aspect intéressant, nous, dans notre métier, ça va être qu'on doit faire face à une grande diversité de montages, de produits et de problématiques. Donc je vais vous présenter un peu quels procédés on met en œuvre pour réaliser ces montages, quels composants on utilise, et vous présenter quelques défis qui sont dans l'air du temps. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça donnera lieu à différentes questions. Tout d'abord, quelques mots au global sur les produits, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Donc, la gamme Airbus Hélicoptère en 2021, c'est celle-ci. Donc on va retrouver, généralement on classifie les produits suivant leur poids ou leur charge. En gros, on va retrouver les hélicoptères légers, les médiums et les lourds. Dans les légers, on retrouve tout ce qui est gamme écureuil notamment. Dans les médiums, on va avoir typiquement le nouveau H160. Et dans les lourds, il y a la famille Super Puma. Donc il y a beaucoup de customisation sur ces appareils. On va retrouver des gammes civiles, militaires, enfin on peut retrouver beaucoup de variantes. Et dernièrement, on travaille aussi sur des démonstrateurs technologiques de véhicules type autonome, des véhicules où la vitesse va être plus importante et des moyens de transport alternatifs. Je trouve que ce qui est intéressant à voir, c'est que là, il faut imaginer qu'il y a des certificats de type, il y a des architectures qui datent à la fois des années 70 et des choses beaucoup plus récentes. Donc on va retrouver vraiment des conceptions différentes et nous, dans le métier, on va ressentir ça sur les produits et les moyens utilisés. Au niveau de l'implémentation, donc je vous disais qu'on était dans une équipe des laboratoires matériaux procédés. On est une équipe assemblage, donc c'est un petit pôle qui est dans ce département. Nous sommes 7 personnes, vous les aviez citées au début, donc on pourra tout à fait changer les contacts, c'est une bonne occasion aussi. Et on couvre du coup de manière transverse un peu tous les sites. Donc les sites majeurs, ils sont en Europe, bien sûr. On pense à Marignane, on pense à l'Allemagne, Paris, bien sûr, aussi pour les pales. Il y a aussi l'Espagne, mais maintenant, c'est multinational et transnational. Il y a une partie mexicaine, notamment, et brésilienne, qui assemble des hélicoptères. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les sous-ensembles caractéristiques et essayer de vulgariser un peu nos montages et les procédés qu'on met en œuvre en face. Donc tout d'abord, bien sûr, on retrouve des aérostructures, des fuselages donc, qui sont fabriqués à partir forcément de
sur des fuselages purement métalliques, des architectures métalliques ou composites, notamment tout ce qui est H160, NH90, où on trouve bien sûr de l'hybride, mais on retrouve un peu toujours les mêmes principes. Donc l'idée, c'est d'assembler une structure, une barque inférieure, sur laquelle on va avoir des planchers cabines, qui peuvent être composites, métalliques, sur lesquels sont greffés des cadres, des pots raidis par des lisses, etc., ce qu'on retrouve dans le domaine aéro classique. Et la variante, là, je dirais, c'est qu'on a aussi un plancher mécanique sur lequel viennent se greffer tous les composants des ensembles dynamiques, qui, elle, est en titane notamment, ou en acier. Enfin, on va retrouver des matériaux qui sont plus sujets à la température. Contrairement aux avions, nous, on n'est pas pressurisé. Par contre, on a d'autres problématiques de fatigue qui sont liées à l'environnement vibratoire qui est quand même sévère. Et voilà, ça amène du coup des choses assez différentes. En termes de procédés, là, bien sûr, on est dans le domaine du rivetage structural, clairement. C'est 95% des montages, ça va être du rivetage sur ce type de pièces. Et on retrouve aussi des poses d'écrou à sertir, de l'expansion des alaisages, même si ça reste très mineur pour améliorer la tenue en fatigue, ou des montages de fixation rapide pour des zones à accessibilité fréquente, voilà, pour la maintenance notamment, tout ce qui est capot, etc. J'ai mis avec des petites étoiles là, pour introduire la notion de ce qu'est un procédé spécial aujourd'hui, Airbus Hélicoptère. Je ne sais pas si c'est courant pour tout le monde, mais nous, c'est vraiment nous avons des procédés donc, qui sont identifiés dans le domaine aéronautique comme spéciaux. Hein. Donc, dans l'assemblage mécanique, on en a un certain nombre, je vous les présenterai. Et ces procédés, en fait, on les appelle spéciaux parce que justement, on a de grandes difficultés à contrôler les montages, voire c'est impossible de manière non destructive. Et pour autant, la tenue et la performance du joint en dépend. Donc pour ça, nous, dans notre équipe, on a une activité d'audit, l'activité audit métier. On audite donc en interne et nos fournisseurs pour les qualifier et les suivre sur la réalisation de ce type de processus pour s'assurer que la chaîne et le schéma qualité est bien respecté. Un ordre de grandeur, ça peut être 70 à 100 audits par an sur l'assemblage mécanique. Et vous verrez, on retrouve différents types de procédés. Bon, bien sûr, en aérostructure, l'élément majeur quand on pense hélicoptère, c'est le rotor et les ensembles dynamiques. Donc là, on est dans le domaine forcément des très fortes charges. Nous, on intervient principalement sur la définition et surtout la maîtrise et l'application du couple de serrage sur ce type de procédé. La sécurité des montages, bien sûr, on a des exigences fortes au niveau certification pour avoir forcément des montages qui sont tout à fait robustes. Et on travaille aussi sur des montages de bagues par interférence, donc je pense aux bagues frettées, par contraction-dilatation, aussi des bagues expansées, le but étant d'améliorer la tenue en fatigue principalement sur ces zones. Autre élément majeur, bien sûr, c'est la boîte de transmission principale sur un hélicoptère. Donc là, on y retrouve toute la pignonnerie, les trains épicycloïdaux qui sont contenus dans des carters magnésium ou aluminium et toute la partie installation motrice qui va avec. J'inclus bien sûr toute la partie chaîne de transmission qui part vers la poutre de queue. Hein. Tout ça, cet ensemble. Donc on y retrouve, là la différence, c'est qu'on va y avoir des zones avec forte lubrification forcément, et des zones chaudes qu'on appelle, avec notamment des parties tuyères. Là bien sûr on y retrouve bien entendu le serrage au couple. Et là il y a une partie de l'activité qui est le montage d'inserts et de goujons rosants qu'on appelle, qui est une spécificité, je ne sais pas, justement, moi je ne connais pas forcément trop d'autres applications, de nombreuses applications sur ça. Vous verrez, c'est des montages insérés sur les carters. Et on va retrouver aussi du sertissage de rotules. Donc les rotules, il faut voir que toute la partie ensemble dynamique est reliée donc à ce fuselage. Le fuselage étant en quelque sorte suspendu vers des ensembles de barres en fait, qui sont des bielles qui maintiennent l'ensemble. Et ce sertissage, donc, ça fait partie de l'assemblage, forcément pour nous. Et finalement, on retrouve un autre domaine d'activité où on a beaucoup d'assemblage, c'est les commandes de vol. Donc là, les commandes de vol, c'est des ensembles type CHAP, des systèmes, je dirais, à une cinématique qui est assez complexe, avec des petits montages tout à fait intéressants de fixation et de rotules et de roulement. Et on trouve aussi toute la partie tuyauterie, sertissage justement des fluides, des conduits, etc., qui est considéré comme de l'assemblage chez nous aussi. Donc on intervient. On intervient. Montage de tuyauterie, aujourd'hui, voilà, on est tout à fait dans des domaines des procédés de sertissage qui font aussi appel à des procédés spéciaux, comme je vous expliquais. Donc maintenant,
on va rentrer un peu plus dans le détail sur les produits, directement quels composants on va utiliser et quels choix technologiques ont été faits pour réaliser ces différents montages. Vous imaginez qu'il y a forcément il y a pléthore de possibilités pour monter ça. Mais déjà, je voulais vous parler un peu de la classification des pièces et introduire certaines notions. Je dirais que les exigences de certification nous imposent d'avoir une classification une classification de pièces, donc qui va de l'élément majeur qui est la pièce critique. C'est un élément dont la rupture forcément est catastrophique pour la mission, mais aussi pour l'équipage. Donc c'est vraiment des éléments critiques pour l'hélicoptère. Et on redescend toute la chaîne jusqu'à arriver aux composants standards notamment. Après, associé forcément, il y a toute une gestion de qualité et un traitement différent des procédés. Donc là, je vous ai mis en haut l'exemple de la pièce critique. Donc c'est une définition, un plan Airbus, pour lesquels on contrôle donc bien sûr la définition, mais aussi les procédés et les méthodes d'inspection et l'élaboration, l'approvisionnement matière, tout ça. Il y a vraiment une chaîne très robuste là-dessus. Ça représente environ 200 pièces pour un hélicoptère lourd qui appartiennent à cette classification. Ici, donc, ce qu'on attend sur ce type de pièces, c'est une tenue en fatigue qui est maîtrisée, répétable et qui est connue en fait, qui est la même que celle qui a été validée lors de la certification des appareils. Ce qui fait qu'au final, on n'a pas trop de choix pour changer quoi que ce soit au niveau des procédés qui sont employés. Pour vous dire, on valide jusqu'à même le type d'outillage qui a été utilisé pour l'usinage, pour le tournage des axes ou des choses comme ça. Tout ça, c'est enregistré dans des gammes qui sont dites gelées, d'accord, et qui valident un peu la production de cette pièce. Dès qu'il y a une modification, forcément, le labo, nous, on intervient pour valider ou non, par exemple, ce type d'écarts qui peuvent être demandés par la chaîne d'approvisionnement. Bon, bien sûr, vous imaginez que c'est des fortes contraintes industrielles, hein, c'est des contraintes, oui, c'est sûr, mais après, derrière, ça assure la sécurité quelque part. Et de l'autre côté du tableau, on a les composants standards, pour lesquels il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites aussi. Il faut imaginer que c'est à peu près 50 000 pièces pour toute une gamme Airbus hélicoptère, donc des appareils des plus anciens aux plus récents. On retrouve des normes européennes, des normes internationales, dans une moindre mesure, mais beaucoup de normes européennes et des normes sociétés ou françaises, allemandes. On vit dans un domaine normatif qui est assez complexe, qui est difficilement harmonisable, et c'est un travail de longue haleine, ça c'est vrai, pour aller spécifier au mieux les produits et rester sur des solutions techniques modernes. Là, on intervient en qualifiant techniquement les couples fournisseurs, vraiment les fabricants de ces pièces, et justement on a des exigences assez particulières, vous verrez, suivant les axes, les écrous, ce sont des essais, typiquement, qui sont décrits et qui sont à la charge soit d'Airbus, soit du fournisseur pour la réalisation. Dans ces pièces standards, nous on se focalise bien sûr sur les éléments les plus sensibles, la boulonnerie en fait partie, et on a un focus particulier sur les problématiques liées à l'hydrogène, puisque c'est un des aspects qui a été relevé au niveau des autorités hélicoptères, je dirais, aéronautique générale, et donc on a vraiment un regard là-dessus. Pour finir, bien sûr, on a les pièces, forcément, mais derrière ça, il y a les procédés d'assemblage, heureusement. Et bien sûr, dès qu'on a un procédé qui va impacter fortement la tenue en fatigue, ou si la tenue en fatigue de notre montage dépend de la méthode d'assemblage, tout ça va être gelé aussi de la même manière. Au niveau des produits maintenant, donc voilà, là vraiment on rentre dans le concret. Quels choix techniques ont été faits? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise comme axe notamment, hein, voilà, je vais vous décrire un peu tous les types de produits, mais on a quoi? On a de la boulonnerie principalement, de la boulonnerie acier, donc 35 CD16, des choses comme ça, de l'inox aussi, on a de la 286 pour sa fabrication, du 15,5 pH pour les axes rotor, c'est un matériau qui est très utilisé en ce moment sur les designs actuels, et on a aussi de l'Inconel 718 pour les zones soumises à forte corrosion, des zones vraiment dans des environnements très corrosifs. Donc sur ces axes, nous c'est quand même des axes, ce sont des belles pièces, hein, quand même, il y a beaucoup de procédés qui interviennent. Donc c'est des axes bien sûr avec des matériaux, comme je dis, tout particuliers. On y retrouve des étapes de forge, de galetage, de roulage à froid, des traitements thermiques. On a des protections de surface particulières qui sont assez propres au domaine aéro souvent, et des méthodes de contrôle qui y sont dédiées. On va retrouver toutes les typologies, hein, il faut imaginer, on a des axes rectifiés, enfin, on retrouve tout en fait. Et tout ça, c'est quand même un défi d'arriver à maîtriser un peu tous ces types de procédés. En termes de caractéristiques, nous on est sur de la boulonnerie métrique, ça c'est lié à l'historique d'Airbus Hélicoptère.
qu'on partage avec beaucoup d'industriels français, donc ça c'est aussi une chance, mais on a aussi du poussig, je vois Clément qui rigole bien sûr, parce que bien sûr on vise aussi dans le domaine aéronautique, des équipements, et on doit mélanger aussi ce type de solutions. Sur les classes de résistance de nos matériaux, on est entre 900 et 1250 MPa, pardon, voilà. Et on a des qualifications techniques suivant ces normes qui sont réalisées sur nos axes. Donc, axe critique, forcément, je vous ai dit, il y a une maîtrise des procédés, donc il y a des essais spécifiques de suivi qui sont réalisés, mais il y a des essais sur produits finis qui sont faits justement pour répondre aux exigences de base et vérifier que les lots, notamment, sont conformes. Donc, on va y retrouver des essais statiques, forcément, de la fatigue aussi, pour certaines classes de résistance. Et il y a des étapes micrographiques, on peut voir les défauts qui ont été générés. L'idée, c'est bien sûr d'avoir un axe qui remplisse totalement ces fonctions. Vous verrez, j'ai mis aussi le référentiel allemand parce que du coup, nous, on vit beaucoup avec le référentiel allemand et ça c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer aussi au niveau européen ce qui est fait et de pouvoir s'harmoniser là-dessus. Les écrous, forcément, à la suite des vis. Donc là, dans les écrous, on trouve toute une famille. On va retrouver tous les types d'écrous possibles. Mais en gros, nos choix technologiques, nous, c'est donc des écrous forcément, les écrous structuraux démontables, et on a les écrous captifs. En écrou démontable, on retrouve principalement des écrous en acier cadmier de très haute résistance. On monte jusqu'à 1550 MPa en classe de résistance, donc on est rupture en traction, hein, on est d'accord. On a des solutions en inox aussi. Et donc, il y a des lubrifications particulières qui sont apposées. Et nous, on n'a bien sûr que des écrous autofreinés. Donc, les écrous autofreinés, c'est des écrous elliptiques. Pour les, justement, on va bien insérer donc, un couple au montage qui empêche le dévissage. On a une variante, nous, qui est l'écrou aussi appelé nil stop à insert plastique. On est plus très nombreux à utiliser ça, mais ça a beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans certaines zones, notamment les commandes de vol. Il y a l'usure notamment des fixations associées, donc ça reste des solutions qu'on a. On couvre des diamètres qui vont du M4, le M5 en structure c'est le plus utilisé, mais on va arriver jusqu'à du M20. Voilà. Sachant que pour un rotor, tout ce qui est du 12-14, ça reste vraiment des très grandes tailles déjà. Pour les écrous captifs, on va avoir des plaquettes principalement, donc c'est des plaquettes qui sont rivées à la structure, et des écrous à sertir. Donc les écrous à sertir, c'est vraiment un écrou qui est serti à la structure, et l'anti-rotation est assurée par le procédé de sertissage lui-même. On a aussi des inserts scellés dans les planchers. Donc là, je dirais ce qui nous embête beaucoup en ce moment, ça va être comment réparer ce type de solutions qui sont captives, comment les rendre plus endurantes, notamment avec l'utilisation de nouveaux matériaux REACH compliant qu'on appelle. Donc on a supprimé toute une série de protections de surface qui étaient embêtantes au niveau environnemental. Donc on a des nouveaux problèmes là-dessus sur la tenue des montages. Et voilà, donc en termes d'essais, là, ce qui est fait sur ce type de pièces, hein, voilà, ça va être généralement des essais de traction, bien sûr, des analyses matériaux et des essais de vibration parfois qui sont réalisés lors de la qualification des composants. Il reste 5 minutes? Ah, d'accord, bon, je vais aller beaucoup plus vite. On a des fixations permanentes, bien sûr, des rivets, donc on retrouve l'ensemble des cas de famille, rivets solides, rivets aveugles, système serti, boulon aveugle, forcément avec des performances très différentes. Nous, on a beaucoup de rivets solides, des solutions quand même assez classiques et éprouvées dans le domaine aéro, mais qui ne sont pas forcément évidentes, même si elles sont tolérantes aux dommages, notamment des choses comme ça. Elles nous posent beaucoup de questions, et on va vers des systèmes forcément beaucoup plus modernes. Des composants divers mécaniques, pour la sécurité des montages, les fixations rapides, les goujons Rosan, comme je vous expliquais, en titane, en acier, et les éléments de guidage, les rotules. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, du coup, je vais vous présenter plutôt quelques défis, parce que je pense que ça vous intéresse un peu plus là-dessus, notamment le couple de serrage, je l'ai mis en 1. Pourquoi? Parce que je sais que c'est souvent à l'ordre du jour de ce colloque. Donc nous, il y a des travaux en cours, orientés sur 2 axes. Hein. Donc développement de méthodes, d'amélioration de méthodes de serrage. Donc, notamment la méthode couple-angle a été testée dernièrement sur des ensembles mécaniques hélicoptères, donc fortement rigides, pas sur la structure, et une amélioration côté qualité opérationnelle. Donc si je viens sur la méthode coupe-angle, il a été démontré via des essais donc, sur banc et sur ensemble représentatif que le serrage à l'angle notamment permettait une amélioration assez importante, une réduction importante de la dispersion au premier serrage notamment, et d'éviter d'être très dépendant des problématiques de lubrification et de rugosité qu'on peut avoir aux interfaces. Donc au niveau un intérêt, on a quand même identifié des points pas bloquants, mais des points de travail qui sont importants. C'est notamment lié au fait qu'on utilise beaucoup d'écrous auto-freinés.
on doit repousser par exemple tout ce qui est couple d'accostage dans la méthode. On s'est aperçu qu'on devait changer de méthodologie par rapport à ce qui est utilisé dans la littérature. Et aussi, on devait revoir voilà, vis-à-vis des vitesses de serrage. On s'est aperçu de certaines choses. On pourra en discuter un peu plus longuement, mais ça a permis quand même de comprendre aussi que la dispersion provenait des premiers serrages principalement, et je dirais que ça avance là-dessus. Donc c'est une méthode qui sera poussée pour des assemblages à qualifier, je dirais, des assemblages particulièrement sensibles. De notre côté, on a l'amélioration de la qualité opérationnelle. Donc là, il y a un alignement forcément qui est à faire entre toutes les méthodologies de serrage au couple, l'intégration des outils connectés. Vous parliez tout à l'heure donc justement de la collecte de données, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est en cours à Airbus Hélicoptère pour capitaliser le maximum de données et par la suite les traiter. Donc via des algorithmes particuliers, essayer de comprendre quel est le domaine confortable d'application du couple, par exemple pour une zone donnée. Ça pourrait être quelque chose qui est envisagé. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour totalement, mais c'est vraiment des pistes de travail. Ensuite, bien sûr, on agit sur la formation du personnel, hein, et sur l'application de certaines méthodes, comme le serrage, le contrôle de couple, voilà, qui fait beaucoup débat, et sur la sécurisation des assemblages ou l'application des lubrifications. Sécurisation des assemblages, je vous ai mis notamment l'exemple des safety caps sur lesquels on travaille pour sécuriser les montages. C'est une solution, nous, qu'on utilise beaucoup. En fait, on n'a pas beaucoup de choix, on doit beaucoup d'endroits avoir des doubles serrages de fixation. Un petit focus sur le rivetage structural. Là, le but pour nous, c'est de comprendre les défauts dans les assemblages. Donc, en fonction de la typologie de produit que vous allez forcément avoir des phénoménologies qui sont tout à fait différentes au sein de l'assemblage et des tolérances aux dommages qui sont très différentes vis-à-vis du perçage. Et donc, connaître les produits, c'est aussi connaître la performance de l'assemblage au global. Pour ça, on utilise notamment la simulation numérique pour comprendre certains phénomènes lorsqu'on a des non-conformités flagrantes, par exemple, et voir l'impact que ça aurait justement sur l'installation des prétentions, le gonflement des fixations ou quoi que ce soit. De l'autre côté, l'idée c'est que le rivetage structural, ça reste un procédé qui est long à mettre en œuvre. On a des étapes qui sont des étapes de démontage, de dégroupage, de nettoyage, de séchage des mastiques, qui sont assez contraignantes pour arriver à réduire les temps industriels. Et on travaille sur des méthodes mieux maîtrisées pour éviter les dégroupages ou pour utiliser des fixations qui nous permettront d'éviter d'utiliser des rivets solides, par exemple, qui nécessitent plusieurs personnes pour l'installation. Et voilà, ça reste des voies intéressantes dans le domaine aéro pour booster les montages. Quelques petits mots sur la simulation numérique des procédés. Donc, dans notre pôle, il y a une compétence aussi en simulation au niveau global métallique pour les procédés. Donc je ne parle pas de calcul, design, etc., mais vraiment la simulation des process. Et aujourd'hui, on a démontré sur plusieurs cas concrets qu'on utilisait la simulation numérique aujourd'hui pour étendre la qualification de certains procédés. Ça a été reconnu notamment par des organismes type navigabilité comme moyen reconnu de qualification. Donc on utilise ça dernièrement sur le certissage des raccords. Ça nous a permis d'économiser beaucoup d'argent en termes de tests, hein, forcément. Et on l'a utilisé pour la définition d'outillage, par exemple sur la chauffe locale avant poste de bague frété, pour comprendre la répartition des flux thermiques, notamment dans des pièces complexes, et voir les températures locales qu'on atteignait. Et on l'a utilisé aussi pour la pose de bagues expansées dans les manchons, là, c'est ce qui tient les pales, ça en haut. Donc la pose de ces bagues expansées, donc forcément on a vraiment besoin de la simulation numérique pour comprendre les procédés. Là, le but pour nous, c'est de standardiser les méthodes et booster l'utilisation en fait, de ce type de méthode, de mieux les comprendre en fait, hein, et d'éviter de refaire à chaque fois des batteries de tests. Dernière slide. Deux autres activités, je dirais que la prévention contre la corrosion, ça c'est du quotidien, et avec l'arrivée de nouvelles solutions, on se doit de définir des plans types qui soient efficaces, qui soient adaptés à la zone et qui montrent un bon retour sur expérience. Donc là, en fonction des différents assemblages, on va venir faire des essais particuliers. Ça, on pourra en discuter, notamment, si vous voulez, avec des zones d'exposition sévères et comprendre un peu le vieillissement des fixations, 20, 30 ans, etc. Même si on a beaucoup de maintenance, on se doit, vu le prix des pièces, quand même d'assurer une protection contre la corrosion suffisante. Et finalement, la prévention contre la fragilisation. Il y a eu des précédents dans le domaine hélicoptère. Voilà, ces écrous en acier, notamment, acier avec des poids électrolytiques. Je dirais que les autorités ont vraiment un visu là-dessus. Nous, on a fait des essais en interne. On essaie de comprendre et d'adapter nos spécifications pour vraiment éviter tout renouvellement de cas, forcément. Donc, ça concerne bien sûr tout ce qui est les aciers à haute résistance. On fait des études de sensibilité sur des alliages.
de manière directe ou détournée, hein, directement sur fixation ou sur matériaux. Et notamment, dernièrement, donc, on a dû adapter un peu nos spécifications pour inclure le titane qui, lui aussi, a été sujet à ce type de problématique. Voilà. Donc, bien sûr, on imagine qu'il y a un audit renforcé chez nos fournisseurs aussi pour vérifier que ce type de moyens et ce type de prévention est bien en place lors de la fabrication des pièces. Voilà pour moi, je vous remercie en tout cas. Merci, merci Victor. Ben, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Hop, là. Bonjour. C'est bon? Merci beaucoup pour la présentation déjà. J'avais une question justement sur la partie prétention et donc perte de prétention possible. J'ai vu beaucoup d'écrous à créneaux et je me disais typiquement ce sont des écrous où la prétention me paraît compliquée à garder du fait que quand on vient serrer, on ne sait pas exactement où on se situe et quand on veut fixer, soit on serre plus, soit on serre moins, mais on ne peut pas s'en assurer, quoi. C'est une excellente question. Donc, dans la maîtrise du couple, nous on travaille sur la définition, l'application et le maintien dans le temps. Et c'est vrai que, en gros, si on regarde toutes ces thématiques, les écrous à créneaux, ils nous posent un problème, c'est à l'application. À l'application, c'est vrai que de pouvoir goupiller, on a une marge, mais en fait, du coup, à la définition, on vient prendre en compte cet écart angulaire, notamment qu'on peut avoir. Après, je vous l'avoue que forcément, c'est un défi parce que suivant les zones, suivant les allongements de pièces, etc., on sait que la plage angulaire peut être parfois importante. Donc, ouais, voilà, ça peut être vraiment important. Et du coup, on s'assure d'avoir au moins les couples mini au goupillage et ne jamais dépasser les couples maxi au plan. Et il est vrai que suivant les lots d'écrous, suivant les zones où la lubrification qui est appliquée, ça conduit à du rebut de fixation, à du démontage, remontage, démontage, remontage. Donc on cherche des solutions pour améliorer ça, c'est clair. Parce que nous, il y a énormément d'écrous à créneaux. Il faut imaginer que toute une tête rotor, en gros, est assemblée avec des écrous à créneaux, goupillés par la suite. Forcément. Après, c'est un savoir-faire aussi. C'est un savoir-faire d'arriver à bien placer les goupilles, de savoir là où... Enfin, mais il faut être assez tolérant, je dirais, pour permettre le montage et en même temps garantir toujours des prétentions qui vont bien. Après, pour compléter ce qu'il dit, aujourd'hui, tu ne le mets pas dans des zones généralement où tu as besoin des fortes prétentions. Tu dois garantir de la prétention et après, c'est pour aussi, dans des zones à forte vibration, pour éviter avoir vis-à-vis des autorités, bien valider le double locking aussi. Donc généralement, ce n'est pas des zones où tu as besoin des niveaux de prétention comme on aurait sur un fuselage ou sur une wing. C'est vraiment, tu as le double locking. Là, je parle pour Airbus Aircraft. Hein. Mais c'est à peu près pareil chez vous aussi. Ouais, mais quand même, c'est des zones où la prétention, elle évolue. Et je dirais qu'un des problèmes aussi, c'est l'encombrement. C'est la perte de ces filets porteurs liés au créneau. Et donc, on perd vraiment en classe de résistance, on n'a pas le choix. Et donc, ça conduit à avoir des écrous toujours plus durs ou alors à avoir des chargements qui sont plus faibles. Voilà. Et après, pour répondre, on cherche des innovations, donc tu peux nous en proposer, que ce soit pour Airbus Aircraft et Airbus Hélicoptère, parce que c'est une grosse problématique qui gêne vis-à-vis du temps d'installation. Parce que quand tu dois démonter, quand tu n'arrives pas à jauger avec ta goupille, tu dois démonter, changer l'écrou, c'est un temps. Il y a 20 ans, ça ne nous posait pas de soucis. Là, j'espère que d'ici la fin de l'année, pour nous, on va reprendre full ramp-up, ça pose un souci. Ouais. C'est pour ça qu'on cherche de l'innovation là-dessus. Côté Dassault, je rajouterais juste que parfois il faut adapter simplement l'épaisseur en rajoutant des rondelles pour retrouver un trou en face du créneau. C'est ce qu'on a dans nos specs à nous. C'est ce qu'on a dans nos specs. Si tu n'arrives pas, tu démontes, tu jauges, tu mets une rondelle, tu remets un nouvel écrou. Le problème, c'est que c'est le temps. Quand on a des millions à monter, ça pose un gros souci. Je ne suis pas sûr que ce soit fait systématiquement, effectivement. C'était fait plus maintenant. Ouais. Toutes les zones en rotation, forcément équilibrées, on ne peut pas. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a une autre question là-haut? Oui. Juste, j'avais une question rapide. Ah, pardon. C'était pour les limites de fatigue. C'est normalisé ou c'est vous, au laboratoire, qui définissez ces limites-là? Alors, il y a effectivement le bureau de calcul, il utilise différents... Enfin, je ne pourrais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Généralement, on génère des courbes de voleurs. Hein, et tout est... il y a des notions d'endurance, etc. Et c'est vrai qu'il y a le domaine de la fatigue vibratoire. Je ne pourrais pas dire exactement suivant la zone comment c'est pris en charge. Par contre, on peut en discuter et voir avec un spécialiste sans problème. Et oui, on essaie d'avoir des choses normalisées. L'idée, c'est pouvoir notamment comparer un procédé vis-à-vis d'un autre. Lorsqu'on change de méthode, on change, je sais pas, on fait une protection de surface, on change de bain, quel est l'impact? Voilà, l'idée, c'est pouvoir comparer
performances obtenues sur pièce en sortie d'essai. Ok, il y a une question là-haut. Là-haut. Merci pour votre présentation. Je relaye une question d'un conférencier en ligne. Donc c'est Monsieur Dutoit qui a les questions suivantes. Suite à vos nouveaux revêtements et sur la question de la tenue des montages d'assemblages vissés, est-ce que vous pourriez nous donner plus de précisions? Est-ce que les nouveaux revêtements ont influé? Alors, oui, bien sûr. On pense principalement au remplacement du cadmiage, qui est à l'ordre du jour, toujours et toujours. Dans le domaine aéro, le cadmiage, il a quand même de gros avantages au niveau de l'anti-grippage et l'endurance des fixations. On essaie d'aller vers des solutions soit type zinc-nickel, qui sont évaluées, ou ça peut être d'autres revêtements, hein, mais en gros de trouver un remplaçant qui est conforme. Mais à court terme, on a beaucoup utilisé les écrous inox passivés avec un revêtement type bisulfure de molybdène, conjointement à des vis titane. Ça fonctionne très bien, c'est endurant, mais comme je vous l'ai dit, dans certaines zones où on peut très peu démonter les écrous, type écrou captif, effectivement ça pose des problèmes puisque on a des couples matériaux qui sont forcément, la tribologie ici ça connaît je pense, vous savez qu'il y a des affinités particulières et notamment il faudra repenser l'autofreinage des écrous, peut-être il faudra adapter certaines choses, c'est vrai, hein, pour améliorer l'endurance des montages. Après fonctionnellement ça fonctionne très bien, on a des remplaçants qui marchent très bien en tout cas sur un nombre de montages assez limité, de 3 à 5 montages. On a des répétabilités qui sont très bonnes. Merci. J'ai deux autres questions de la même personne. Au niveau du contrôle du couple, il se pose la question sur la relation entre la tension résiduelle, avec la tension résiduelle. Est-ce que vous avez fait des avancées sur le sujet ou est-ce que c'est simplement des mesures par ultrasons? Alors nous, on fait plutôt de la caractérisation en amont et du calcul, forcément. Ensuite, donc, il y a des mesures in situ. Je vous montrais les exemples du couple-angle. Sur pièces réelles, on a utilisé des systèmes à ultrasons justement pour venir mesurer la tension et voir l'impact d'une solution, par exemple type couple-angle. Après, non, en série, il n'est pas utilisé ce type de méthode, de notre côté en tout cas. Ça reste de l'analyse labo. Ensuite, par contre, on croit pas mal à l'intégration des outils connectés, à l'analyse des signatures couple-angle, justement, à la capitalisation de données. On pense qu'on va apprendre beaucoup sur la masse, justement, pour essayer de comprendre la dispersion qu'on a autour du procédé. On sait qu'il y a beaucoup de statistiques derrière. Qu'est-ce qu'on va en dégager de tout ça? Et comme vous disiez, les machines peuvent beaucoup nous aider là-dessus. Voilà. Alors moi, je vais compléter par rapport à Airbus Aircraft sur la relaxation. Alors, dans les montages métalliques, nous, type titane, pylon ou type tout alu, on considère qu'il n'y a pas de relaxation parce qu'elle elle est légère, elle fait partie de la dispersion des coupes de la tension qu'on génère en serrage au couple. Par contre, après, sur les problématiques composites et tout hybride, nous, on a testé tous les types de matériaux qu'on a sur nos avions et direct, en dimensionnement, on a pris en compte une relaxation de 50% de la prétention. Donc comme ça, et on justifie tous les montages dès qu'on a du composite ou des matériaux type composite. Voilà. D'accord. On l'a dimensionné comme ça. Justement, là, pour le coup, un hélico, c'est pas pareil parce qu'il y a vraiment une quantité de maintenance qui est faite et des vérifications de couple qui est énorme. Tous les X heures, suivant les zones, il y a des vérifications de couple, des changements de fixation, etc. Donc à chaque fois, il y a ces contrôles de couple. C'est pour ça que je vous en parlais. Qu'est-ce qui se passe quand on a vérifié 30 fois notre couple? Est-ce qu'on est toujours bon? Donc on fait des essais particuliers là-dessus pour montrer que pour certaines zones fortement contrôlées, on n'a pas eu d'impact, par exemple, de venir vérifier à chaque fois qu'on a la tension. Voilà, mais par contre, on n'inclut pas de perte particulière. Et du coup, j'ai une dernière question. Pour l'écrou freiné, existe-t-il malgré ce freinage des apparitions de dévissage? En fait, nous, c'est vrai qu'il peut y avoir. Je dirais que il faut séparer les deux. Il y a deux phénomènes. Je pense que la fonction de double serrage, elle est vraiment là pour ça, parce qu'il y a des cas effectivement où ça peut arriver, mais c'est très difficile. Il faut relier ça à la zone, au type de sollicitation. Aujourd'hui, moi, j'ai pas la maturité. En tout cas, on n'a pas d'études particulières pour identifier tel phénomène vis-à-vis d'un autre va conduire à un dévissage. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a deux types de phénomènes. On a le desserrage spontané d'un écrou lié à une vibration, et après on a le desserrage sous chargement. Que ce soit Airbus hélicoptère ou Airbus Aircraft, je pense que des desserrages spontanés de perte de freinage et autres, c'est des choses
qui sont très très rares et qui n'arrivent jamais, qu'on n'a jamais identifié comme un gros souci. On se pose des questions en ce moment sur des problématiques particulières, mais par contre après les problématiques sous-chargement, oui, c'est des choses qu'on a et qui existent dans l'automobile et tout, et c'est tout nouveau, c'est depuis 5-6 ans, ça arrive chez nous. Voilà. Donc c'est du desserrage ou du losing nut ou de la rotation vis-écrou sous chargement. Oui, c'est des problématiques qu'on a depuis quelques années qui sont très très compliquées et très complexes. Et ce qui est dur à dire, je dirais aussi, c'est que quand on constate ce type de problème, c'est déjà bien trop tard. Le montage, il a vu des chargements qu'il n'est pas censé voir. Il y a eu un problème qui est autre et qui par la suite a généré le dévissage. Ouais. Mais c'est pas, enfin, souvent c'est un peu dur, c'est difficile de dire d'où vient le problème. Voilà. Aujourd'hui, nous on a fait des thèses, on a des grosses études en cours et on n'a pas réussi à figer tous les key paramètres et autres. C'est un des sujets les plus compliqués dans le monde de l'assemblage côté Airbus. Ces notions-là de desserrage sous chargement, c'est très compliqué. Voilà. Merci. Allez, une dernière question et après je pense qu'il faut partir en pause. Oui, bonjour, Christophe Delcher. J'avais une petite question sur tout ce qui est serrage. Vous avez parlé de serrage au couple, que vous exploriez un peu le serrage couple-angle. Est-ce que vous êtes allé aussi explorer d'autres techniques, par exemple comme le serrage dans le domaine plastique? Bon, est-ce que c'est des choses un petit peu qui ont été explorées? Serrage dans le domaine plastique, non, clairement pas. Il y a eu des choses qui ont été faites il y a longtemps, vous savez, il y a longtemps, je dirais, il y a au moins une trentaine d'années, sur des méthodes très terre à terre, de serrage, desserrage, d'estimation, vous savez, de la tension comme ça. Voilà, il y a ça qui a été testé, mais c'est pas très industriel aujourd'hui, hein, et non, le serrage couple-angle, il aura son intérêt certainement sur des zones très bien particulières. Ensuite, on sait qu'il y a des possibilités, voilà, d'utiliser plutôt l'angle pour du monitoring. Voilà, ça c'est intéressant, et de récupérer les données, par exemple des clés, des choses comme ça, pour valider une procédure de serrage. Peut-être que dans un premier temps, ça suffira amplement, et aller chercher des dispersions très faibles, ça sera très bien. Peut-être, voilà, il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il faut qu'on grandisse de manière graduelle là, sur ce sujet. Merci. Ok, bah, merci Victor pour cette présentation. Et merci à tous, merci pour vos questions. Je propose d'aller vous jeter sur les cafés, les viennoiseries, etc. J'invite par contre les présentateurs de la matinée à venir déposer en fait leur présentation sur le PC de façon à faciliter l'enchaînement des conférences. Merci, donc bon café pour ceux qui sont en présentiel, bien sûr. Les autres ont le droit d'aller prendre un café chez eux, bien sûr.